Bonjour et à toutes et à tous, je suis Claudio Ravec. On va aborder les sujets de la limitation du débit expiratoire. Et on va tout d'abord donner quelques concepts physiologiques basiques. Quels sont les déterminants du débit expiratoire? Bon, bien évidemment, les premières déterminantes du débit expiratoire, c'est la pression de rétraction élastique, c'est-à-dire l'alvéole qui cherche à revenir à sa position de repos après avoir été gonflée par les travails inspiratoire diaphragmatique, et cette pression de rétraction élastique va générer donc un débit, puisque cette pression va être plus élevée dans l'alvéole que dans la bouche, et ce débit va s'écouler au cours du trajet parce qu'il existe une résistance de la voie aérienne. Bien évidemment, la rigidité de la cage thoracique joue un rôle, parce que si on est encerclé ou renfermé dans un système thoracique plus rigide, mais la pression de rétraction élastique sera plus facile à s'exercer, alors que bien évidemment cet alvéole sera moins distensible, donc il a une influence du volume pulmonaire. Donc en conditions physiologiques, cette expiration est passive, mais parfois on a fait appel à un muscle expiratoire pour aider à cette expiration, et donc ce travail des muscles expiratoires, cette pression générée, on va pouvoir la mesurer comme la pression pleurale qui va s'appliquer à la fois à l'alvéole et à la voie aérienne intrathoracique. Si on voit ça en graphique, on voit parfaitement que cette pression élastique génère une pression positive par rapport à la pression de la bouche, qui va générer donc un débit par différence des pressions et qui va s'écouler. Et cette différence entre la pression intrabronchique et péribronchique, c'est ce qu'on appelle la pression transpulmonaire, même cas si on parle de la pression alvéolaire et la pression périalvéolaire. Et cette pression, donc l'écoulement de cette pression va générer qu'il y ait un point du trajet, il aura une pression intrabronchique qui sera la même que la pression extrabronchique. Ces points d'égale pression, comme on l'appelle, va arriver en général dans la voie aérienne non compressible et près de la trachée, donc l'air sortira sans aucune difficulté. Or, chez la patiente BPCO, on a à la fois une attente bronchique qui va générer une augmentation de la résistance et une attente paranchymateuse qui va générer une augmentation de la compliance et donc une diminution de l'élastance. Ces deux situations vont faire que moins pression élastique, plus de résistance de la voie aérienne, ces points d'égale pression vont se rapprocher de l'alvéole et va se rapprocher donc de l'alvéole pouvant atteindre ces points d'égale pression, la voie pour être atteint dans la voie aérienne compressible, et donc si on applique une pression expiratoire active pour aider à cette expiration, bien, on peut finir pour produire que la pression de l'extérieur soit plus importante que la pression de l'extérieur et produire un collapsus de cette voie aérienne. Et dans ces cas-là, c'est ce qui va être la pression de transmission, la différence de pression qui va générer les débits, ne va pas être la différence entre la pression dans l'alvéole et la pression dans la bouche, mais va être la différence entre la pression dans l'alvéole et à l'intérieur de la bronche et la pression péribronchique ou à l'extérieur de la bronche. C'est ce qu'on appelle le phénomène des cascades, ou waterfall phénomène en anglais. Donc on voit ici comme au fur et à mesure que la pression élastique diminue et que la résistance de la voie aérienne augmente, ces points d'égale pression se rapprochent de plus en plus à l'alvéole et peuvent favoriser donc les collapsus dynamiques expiratoires. À cela va s'ajouter le principe physique de Bernoulli qui dit que la pression latérale exercée par un gaz est inversement proportionnelle à la vitesse de ces gaz, puisque dans ces segments limités, la vitesse peut être plus élevée, la pression latérale exercée va être moindre, donc à la pression extrabronchique ou péribronchique exercée par les muscles respiratoires va s'ajouter la moindre pression à l'intérieur de la bronche, et cela donc va favoriser encore davantage les collapsus de la voie aérienne. Voyons ce qui se passe chez un patient. Ça, c'est l'exemple d'un patient ventilé au cours de toute l'expiration. Donc, vous voyez que les patients, déjà, il y a une pression positive dans l'alvéole en fin d'expiration parce qu'il a été ventilé par pression positive intermittente. Donc, on a 25 de pression à l'intérieur de l'alvéole, de deux alvéoles, confronté à une bronche normale et une autre confrontée à une bronche rétrécie. On voit qu'à la fin au début de l'expiration, déjà, on aura plus de pression, ici le débit va s'écouler facilement, donc la pression va s'écouler facilement et va diminuer, mais ici, puisqu'il a la voie aérienne qui est rétrécie, il aura moins de facilité pour dégonfler l'alvéole et il restera de l'air dans l'alvéole et il restera une pression élevée. Au fur et à mesure que l'expiration se succède, on verra que cette différence c'est majeure et puisque la pression de rétraction élastique diminue
Donc on aura moins de pression des transmissions et comme on fait appeler le muscle expiratoire au travail expiratoire, on aura donc plus de pression expiratoire péribronchique et donc ces phénomènes vont s'aggraver jusqu'à qu'à la fin de l'expiration, un débit zéro expiratoire, mais il restera donc de l'air dans l'alvéole qui va générer une pression positive à l'intérieur de l'alvéole à la fin de l'expiration. Donc cette hyperinflation dynamique et cette autopep, comme on les appelle, volume qui reste dans l'alvéole, pression positive à la fin de l'expiration de l'alvéole, va être une condition très fréquente chez les BPCO, en particulier chez les BPCO sévères, et son mécanisme principal, c'est la limitation des débits expiratoires, qui s'est définie comme une condition dynamique caractérisée par l'incapacité à un volume pulmonaire donné d'augmenter les débits expiratoires malgré l'augmentation de la pression motrice. Cette limitation des débits expiratoires donc, va faire qu'on peut gonfler les poumons mais pas les dégonfler, donc les volumes pulmonaires va progressivement augmenter et la pression intérieure de l'alvéole va rester positive jusqu'à trouver une nouvelle position de repos qui va être au-dessus des volumes de relaxation du système respiratoire. Cela va générer donc une distension thoracique avec une horizontalisation diaphragmatique comme première conséquence et une diminution ou une diminution de l'efficacité diaphragmatique parce que la relation longueur-tension va être altérée. Deuxième conséquence, c'est qu'il aura plus de volume à l'intérieur de l'alvéole ou dans les poumons, à l'intérieur des poumons à la fin de l'expiration. Donc cette augmentation de la capacité résiduelle fonctionnelle, puisque le poumon il est dans une cage rigide qui est la cage thoracique, va mordre sur la capacité inspiratoire, il va diminuer le volume courant ou la possibilité de faire une inspiration, une expiration à volume pulmonaire normal. C'est-à-dire que cette attente bronchique et cette attente parenchymateuse vont générer donc une hyperinflation dynamique. Si on voit ça dans un graphique en comparant la pression alvéolaire et les débits expiratoires, on voit que même en conditions physiologiques, on peut avoir une limitation des débits expiratoires. Mais cette limitation des débits expiratoires en conditions physiologiques arrive à des petits volumes pulmonaires lorsque le poumon est presque dégonflé. Et c'est lorsque, dans la boucle des volumes, on passe de la part effort dépendant à la phase effort indépendant. On verra ça dans la diapo suivante. Quoi qu'il en soit, on voit ici que l'augmentation de la pression expiratoire va aboutir proportionnellement à une augmentation du débit expiratoire jusqu'à un point. Et ces points, c'est les points dans lesquels le poumon est presque dégonflé et toute pression appliquée ne va pouvoir pas générer plus de débit parce que l'alvéole est presque dégonflé et il n'y aura pas de débit même si on applique toute la pression qu'on veut. Et chez les patients BPCO, cette courbe va s'aplatir avec un moindre rendement en volume, en débit expiratoire, malgré l'augmentation de la pression expiratoire. Et on verra aussi que chez les BPCO sévères, qu'on appelle débit limité, même en condition de respiration tranquille, pas en expiration forcée comme Sternel et normaux, on peut aboutir donc à une limitation des débits expiratoires. Plus graphiquement ici, on voit que ça c'est une boucle de débit-volume. À fort volume expiratoire, en début d'expiration forcée, il existe une limitation des débits qui est très tardive. Au fur et à mesure qu'on avance en perte de volume pulmonaire à l'expiration, cette limitation du débit va devenir plus précocement et on aura, même avec de fortes pressions expiratoires, on ne pourra pas générer plus de débit. Et ici, on voit dans cette autre courbe comment s'écroise la courbe de pression et la courbe de débit. Vous voyez que vous augmentez la pression ici progressivement et vous augmentez aussi les débits jusqu'à un point, c'est les points de décroissement de deux courbes dans lesquels toute pression supplémentaire générée expiratoire ne générera pas de volume parce qu'il n'y a plus de volume à dégonfler dans les poumons. Alors, ces problèmes qui arrivent en situation physiologique à la fin d'une expiration forcée, peut arriver chez les patients BPCO pendant une expiration tranquille. C'est-à-dire que ces patients vont avoir une limitation des débits expiratoires, même en volume courant. Est-ce que cette limitation de débit expiratoire est fréquente? La réponse est oui.
il a été estimé qu'en situation aiguë, presque 100% des patients ont une limitation de vie expiratoire et qu'en situation stable, les patients en GOLD 3-4, plus de la moitié, ils ont une limitation de vie expiratoire en respiration à volume court. En conclusion, la limitation des vies expiratoires est une condition fréquente dans la BPCO. Elle résulte d'un rétrécissement des voies aériennes et d'une diminution de la rétraction élastique. Elle est la déterminante principale de l'hyperinflation dynamique. Je vous remercie.